En 1970, les entreprises ont commencé à croiser et à breveter les graines, ce qui signifiait que certains types de graines n'étaient plus autorisés à être stockés librement ou réutilisés de manière traditionnelle. En 1990, l'utilisation de graines brevetées est devenue encore plus strictement réglementée, vous obligeant à acheter de nouvelles graines à chaque saison. Votre grand-mère n'y prêtait aucune attention. Elle conservait toujours ses graines, les faisait sécher, les stockait et obtenait des haricots gratuitement à l'arrivée du printemps. Ces techniques de jardinage peu orthodoxes aident en réalité à rendre le sol plus fertile, à améliorer les rendements globaux et à réduire complètement la dépendance aux produits chimiques coûteux. Le numéro 8 est une méthode d'arrosage qui existe depuis plus de 4000 ans, utilisée par de nombreuses civilisations pour survivre aux rudes saisons sèches. Le numéro 13 était si efficace qu'il a été autrefois interdit à grande échelle. Nos grands-parents ont survécu grâce à ces astuces jusqu'à ce qu'elles soient discrètement rendues difficiles par une industrie qui préférerait vous vendre des engrais organiques en sac plutôt que de vous apprendre à fabriquer les vôtres. Explorons 25 astuces de jardinage anciennes et géniales. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre n'est pas obsolète. C'est la véritable histoire de l'agriculture américaine et la clé pour retrouver votre autosuffisance directement dans votre propre jardin. Tuez les mauvaises herbes avec du vinaigre. Éliminez les mauvaises herbes à la racine avec un simple ingrédient de votre placard de cuisine est un secret que les entreprises d'herbicides ne veulent probablement pas que vous sachiez. Cette technique utilise l'acide acétique pour déshydrater et brûler les tissus végétaux en quelques heures seulement lorsqu'il est pulvérisé directement sur les feuilles des mauvaises herbes. Les experts avertissent également que lorsque vous utilisez du vinaigre pour tuer les mauvaises herbes, vous pourriez aussi tuer vos cultures. Et à cause de cela, nous avons rejeté une méthode gratuite simplement parce que quelqu'un nous a dit d'acheter un produit de remplacement étiqueté à la place. La légalisation de cette science en 2000, de par l'USDAARS, a prouvé que de fortes concentrations d'acide acétique tuent efficacement les mauvaises herbes pour les fermes biologiques. Les scientifiques de Beltsville ont également confirmé que la forte concentration d'acide dans le vinaigre peut remplacer complètement les herbicides industriels. En faisant cela, vous devez garder à l'esprit de le mélanger à raison d'une dose de vinaigre pour 2 doses d'eau. Et soyez particulièrement prudent de ne l'utiliser que sur les allées en béton pour éviter d'endommager votre sol. Le moment idéal pour l'appliquer est lors des journées chaudes et ensoleillées, lorsque la lumière du soleil aide le processus de déshydratation à se produire le plus rapidement. Et c'est ainsi que nos ancêtres gardaient leur chemin propre sans affecter négativement les plantes ou la source d'eau environnante. La conservation des graines. Ce n'est pas juste un simple passe-temps, c'est ainsi que le jardinage a fonctionné de manière durable pendant des siècles. Votre grand-mère avait l'habitude de laisser 1 ou 2 plants de haricots à rames monter en graines à la fin de l'été, de faire sécher les gousses sur le rebord de la fenêtre de la cuisine et de conserver les graines dans de vieilles enveloppes, étiquetées au crayon. Au printemps suivant, elle avait des haricots gratuits provenant de plantes qui s'étaient exactement adaptées au sol et au climat locaux. Cependant, les entreprises semencières modernes ont changé les règles du jeu en vendant des graines hybrides F1. Ces types de graines ne se reproduiront pas fidèlement l'année suivante, vous obligeant à acheter de nouvelles graines chaque printemps. Ce n'est pas un accident, mais un modèle commercial soigneusement calculé. Aujourd'hui, la Heritage Seed Library se bat pour maintenir en vie les anciennes variétés à pollinisation libre, car ce sont les types de graines que vous pouvez conserver vous-même. La plupart des jardiniers d'aujourd'hui ne connaissent pas la différence entre les anciennes graines et les F1, ce qui les amène à répéter sans cesse le cycle d'achat et de gaspillage. Conserver ces graines permet non seulement d'économiser environ 5 $ par paquet, mais c'est aussi un moyen de préserver un précieux héritage biologique. La cannelle, lors du bouturage. Lors des 12 après-midi ensoleillés, grand-mère avait l'habitude de couper méticuleusement des tiges de rose ou des branches de jasmin pour les multiplier en utilisant 2 ingrédients sucrés du placard de la cuisine. Le miel et la cannelle en poudre sont les secrets, qui font grimper en flèche le taux de survie des jeunes plantes. La technique de base consiste à tremper l'extrémité de la bouture dans ce mélange avant de la planter dans le terreau de la pépinière. Le miel joue le rôle de fournir une riche source d'énergie à partir de sucres naturels et d'enzymes qui stimulent la croissance des racines. Pendant ce temps, la cannelle en poudre est un puissant antibiotique naturel qui aide à tuer les maladies fongiques et protège la coupe de la pourriture.
Beaucoup de gens pensaient autrefois que le miel attirerait les fourmis qui endommageraient les jeunes branches, mais en réalité, c'est une alternative humaine aux hormones d'enracinement chimique nocives. La science moderne reconnaît aussi progressivement la capacité antibactérienne supérieure de la cannelle dans l'agriculture biologique. Vous obtiendrez des plantes en pot saine sans avoir à dépenser de l'argent pour des produits industriels coûteux. L'arrosage profond des racines à partir d'un système manuel. De nombreux jardiniers pensent bien souvent qu'ils ne devraient utiliser que l'arrosage par aspersion en surface pour éviter l'engorgement et la pourriture du sol. Mais en réalité, cette méthode d'arrosage fait que l'eau reste uniquement dans la couche supérieure où elle s'évapore facilement et maintient involontairement une humidité constante autour de la base, créant des conditions propices aux maladies fongiques tout en rendant les racines des plantes peu profondes et faibles. Même les sécheresses les plus rudes ne pouvaient pas flétrir le jardin de grand-père grâce à un secret utilisant ce système d'arrosage en profondeur. Il enterrait un pot en plastique ou une bouteille percée de trous juste à côté de la base de la plante. La source d'eau était conduite directement vers la zone racinaire profonde, forçant le système racinaire à pousser longuement et vers le bas pour chercher la vie au lieu de s'accrocher superficiellement au sol. Cette méthode permet d'économiser jusqu'à 70% de l'eau d'irrigation quotidienne et empêche les maladies fongiques de se développer sur le feuillage. L'industrie encourage souvent les systèmes d'irrigation de surface complexes, mais conduire l'eau dans le sol est le véritable moyen de créer un système racinaire robuste qui défie toutes les conditions météorologiques. En faisant cela, vous devez vous assurer que les trous sur le tuyau ou la bouteille font face à la plante et sont du même côté que les racines, afin que l'eau atteigne sa cible. Grâce à cela, les plantes survivent non seulement à la saison sèche, mais prospèrent également grâce à la résilience d'un système racinaire formé profondément dans la terre. Le charbon de bois dans les pots, ou biochar. La technique consistant à tapisser le fond d'un pot avec du charbon de bois, est originaire de l'ancienne Amazonie, avec une terre noire fertile appelée terra preta. Les peuples autochtones mélangeaient du charbon de bois et des déchets organiques dans le sol pour retenir les nutriments pendant des siècles sans qu'ils soient emportés par les pluies tropicales. La minuscule structure poreuse du charbon de bois est un foyer idéal pour des millions de micro-organismes bénéfiques, aidant le système racinaire à rester exempt de maladies et bien ventilé. Le charbon de bois a également la capacité de prévenir efficacement la pourriture des racines grâce à ses propriétés naturelles d'absorption de l'humidité et de désinfection. Au lieu d'utiliser du gravier lourd ou des pierres qui provoquent l'engorgement, l'utilisation de charbon de bois réduit considérablement le poids des grands pots de plantes. Aujourd'hui, les entreprises agricoles ont reconditionné ce produit sous le nom de biochar à un prix élevé, alors que nos grands-parents prenaient simplement du charbon de bois dans un poêle à bois propre. Un avertissement extrêmement important est que vous ne devez absolument pas utiliser de charbon de bois provenant d'un barbecue, car il contient des produits chimiques d'allumage et du sel qui tueront la plante instantanément. Le charbon de bois doit être fabriqué à partir de bois propre et sans produits chimiques pour garantir la sécurité du jardin. La technique du semis multiple. Les jardiniers d'aujourd'hui sont généralement habitués à semer une graine par alvéole selon les instructions sur l'emballage, une méthode standardisée pour éviter la concurrence pour les nutriments. Mais en réalité, de nombreux jardiniers de longue date ont observé que les plantes dans la nature ne poussent pas individuellement de cette façon, et la méthode du semis multiple a été appliquée bien avant qu'il n'y ait des instructions. Cette technique vous permet de semer un groupe de 3 à 5 graines dans la même alvéole d'un plateau modulaire. À mesure que les plantes grandissent, au lieu de se battre pour les nutriments, leurs racines poussent ensemble et écartent naturellement les tiges. Cela vous aide à cultiver plus de plantes dans moins d'espace, ce qui est particulièrement efficace pour les légumes racines comme les betteraves, les radis blancs ou les oignons. Cette méthode remet en question la mentalité d'espacement large de l'agriculture industrielle, qui vise à vendre plus de terreaux et de plateaux de pépinières. Elle permet de gagner un temps de semis et un espace de serre considérable. Cependant, vous ne devriez pas appliquer cette technique aux plantes à gros fruits comme les citrouilles, les tomates ou les aubergines, car la concurrence retarderait leur croissance. Même si les plantes s'écartent les unes des autres, vous devez toujours vous assurer que la distance entre les grappes suit les recommandations afin que les plantes ne manquent pas de lumière. Les jardins souterrains de forestières. Au milieu de la chaleur torride de Fresno, en Californie, se trouve un site patrimonial unique, construit par Baldassare Forestière de 1906 à 1946. Cet immigrant italien a passé 40 ans de sa vie
à creuser profondément dans la terre, créant des courants contrebas, avec des puits de lumière pour cultiver des arbres fruitiers. Il a découvert que cultiver des arbres sous terre les protégeait de la chaleur estivale et du rude gel hivernal. C'est un témoignage parfait du jardinage hors réseau, utilisant la structure du sous-sol pour créer un écosystème autosuffisant. Cependant, à notre époque, la mise en œuvre d'une idée similaire se heurterait à des obstacles juridiques et à des réglementations de zonage extrêmement complexes. Vous auriez besoin d'une équipe d'architectes, d'ingénieurs géologues et d'avocats pour passer au travers des procédures de construction. Même les agences locales de gestion de l'eau ont le droit de vous infliger de lourdes amendes si votre projet affecte l'écoulement des eaux souterraines dans la région. Les jardins souterrains de Forestière nous rappellent une époque où la créativité et la persévérance individuelle pouvaient créer des miracles sans être enfermés dans des normes rigides. L'irrigation souterraine par pot, en argile, ou hola. Le nom hola vient du mot espagnol pour pot, une technique d'arrosage qui existe depuis plus de 4000 ans à travers de nombreuses civilisations. Nos grands-parents utilisaient des pots en terre cuite, non vernissée, enfouis profondément dans le sol pour arroser progressivement à travers les parois du pot. Cette technique régule automatiquement l'humidité grâce à un processus d'osmose inverse. Lorsque le sol est sec, il aspire l'eau à travers les minuscules pores des parois en céramique. Et lorsque le sol est suffisamment humide, ce processus s'arrête automatiquement. C'est un système d'autorégulation parfait, sans avoir besoin de capteurs électroniques ou de machines complexes de la nouvelle ère. Des études de l'Université du Nouveau-Mexique ont confirmé que cette méthode réduit la consommation d'eau de 50 à 70% par rapport à l'arrosage de surface. Cela peut réduire considérablement votre facture d'eau tout en gardant les plantes luxuriantes dans les conditions les plus sèches. Une note importante est que vous devez utiliser de la terre cuite complètement non vernissée. Si le pot a un vernis brillant, à l'extérieur, il perdra cette capacité d'osmose magique. Réappliquer le pot hola n'est pas seulement un acte de nostalgie, mais aussi une solution de basse technologie de premier ordre pour les jardins modernes, hors réseau, où l'économie et l'efficacité sont toujours une priorité. Ces secrets ne sont-ils pas incroyables? Si vous vous souvenez d'autres astuces que vos grands-parents utilisaient, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. L'astuce de germination avec une planche. Il existe une astuce très simple que les anciens jardiniers utilisaient, plus tard consignée par Bill Mollison, comme un principe petit mais extrêmement efficace. Après avoir semé les graines et arrosé, il ne laissait pas le sol à nu, mais plaçait doucement une planche ou un morceau de carton par-dessus. Cela peut sembler étrange car cela limite l'oxygène pour les graines nouvellement semées, mais cette simple couverture fait une grande différence. Elle maintient le sol en dessous humide en empêchant l'eau de s'évaporer, créant un environnement stable pour que les graines germent. C'est particulièrement utile lors des journées chaudes où le sol se dessèche très vite. Grâce à cela, vous n'avez pas besoin d'arroser constamment plusieurs fois par jour. En même temps, la planche protège également les graines des oiseaux, des poulets ou des insectes pendant leur stade le plus faible. On disait autrefois que cette méthode était déconseillée car elle pouvait attirer beaucoup de limaces sous la planche car ils utilisent également ce moyen pour piéger les limaces. Cependant, il vous suffit de garder à l'esprit de vérifier régulièrement et de retirer la planche dès que vous voyez la première pousse verte commencer à apparaître sous le sol. Cette technique aide les graines à traverser leur stade le plus difficile en toute sécurité sans avoir besoin de systèmes de couverture à grande échelle ou coûteux, devenant une précieuse astuce de survie pendant les jours les plus secs. L'aspirine pour l'immunité. Dans l'armoire à pharmacie familiale du passé, l'aspirine n'était pas seulement destinée aux maux de tête humains, mais c'était aussi un stimulant pour les plantes. Cette technique a nourri toute une génération, même si, selon les lois d'aujourd'hui, les gens la qualifieraient de méthode non standard. L'aspirine contient de l'acide salicylique, une hormone que les plantes sécrètent naturellement lorsqu'elles sont attaquées pour activer leur système de défense naturel. Il suffit de dissoudre un comprimé d'aspirine dans de l'eau et de le vaporiser uniformément sur le feuillage, et vous aider la plante à se bâtir une fondation avec une forte immunité de l'intérieur. Dans les années 1950 et 1960, certains types d'aspirine ont été signalés comme nocifs pour limiter leur utilisation populaire, une mesure qui a aidé les pesticides chimiques à s'emparer du marché. Cependant, l'USDA a mené des études confirmant que la pulvérisation de composés de type acide salicylique peut activer les mécanismes de défense de la plante contre les champignons et les bactéries. Les résultats réels montrent que les plantes poussent 20% plus vite,
plus fort et tombe très rarement malade, même lorsque l'environnement change. Malgré son efficacité incroyable, vous ne devriez pas considérer cela comme un remède miracle pour remplacer les soins de base comme un bon sol et un arrosage régulier. Privilégiez la croissance de l'intérieur. L'aloe vera pour l'enracinement. L'aloe vera n'est pas seulement une herbe de beauté, mais c'est aussi un bouclier protégeant la vie d'une pousse dès le début. Le gel d'aloe vera contient des hormones végétales naturelles, des substances qui stimulent la division cellulaire des racines de manière extrêmement rapide. Lors du bouturage, au lieu d'abuser des agents de croissance chimique industriels, nos grands-parents avaient l'habitude de tremper l'extrémité de la branche directement dans une feuille d'aloe vera fraîche. Une petite branche d'aloe vera peut remplacer complètement toute une bouteille d'hormones d'enracinement industrielles à coût nul. Non seulement il stimule les racines, mais l'aloe vera aide également à renforcer le système immunitaire de la jeune plante, la protégeant des infections, des maladies et des moisissures pendant la phase initiale de germination. Le résultat est que les taux de germination et d'enracinement de la plante montent en flèche de manière étonnante. Cependant, tout comme avec le miel, le gel d'aloe vera est une substance organique riche en sucre et en nutriments. Si vous en appliquez trop et que vous le laissez exposer sur le sol, il deviendra un festin pour les fourmis, les limaces et les champignons parasites. Par conséquent, vous devez garder à l'esprit de l'utiliser très soigneusement pour éviter d'avoir un effet inverse sur votre jardin. Jardiner avec la pluie. Ce qui appartient à la nature doit écouter la nature. C'était la philosophie de jardinage de nos grands-parents à l'époque où ils n'avaient pas de réseau électrique pour deviner les prévisions météorologiques ou de conseils scientifiques. On vous a peut-être conseillé de semer des graines lors de 12 journées ensoleillées ou lorsque l'humidité est élevée afin que les graines aient toutes les conditions pour germer. Contrairement à ce point de vue, nos grands-parents semaient souvent des graines les jours de pluie, même pendant de fortes tempêtes de pluie. L'eau de pluie naturelle avec un pH idéal et un peu d'azote provenant de la foudre est la source de nutriments la plus optimale pour le démarrage d'une jeune plante. Faire cela vous aide à économiser une grande quantité de temps d'arrosage et ne vide pas les réserves d'eau de vos réservoirs. Cependant, vous devez également garder à l'esprit de suivre de près les prévisions météorologiques, car de très fortes pluies peuvent emporter les graines si le sol n'est pas assez stable. Cette méthode peut ne pas convenir à tous les climats, mais dans les régions avec une saison des pluies stables, c'est le moyen le plus efficace d'établir un nouveau jardin durable. Attendre patiemment le moment idéal venu du ciel est le secret qui a aidé les jardins des générations précédentes à toujours rester verts, sans avoir besoin de systèmes d'irrigation automatique complexes. Recycler les nutriments de l'urine, quelque chose qui était autrefois considéré comme un déchet et interdit par les normes d'hygiène modernes, est en fait la source d'or liquide qui aide les rendements des cultures à doubler. Les agriculteurs d'autrefois comprenaient très bien la valeur de l'urine fraîche, car elle contient une quantité d'azote presque équivalente à de nombreux engrais commerciaux coûteux, ainsi que du phosphore et du potassium sous une forme que les plantes peuvent absorber immédiatement. Dans le passé, cette technique a été abandonnée en raison de préoccupations concernant l'assainissement urbain, mais la science moderne a prouvé que si elle est utilisée correctement, il s'agit d'une source de nutriments recyclés, extrêmement sûre et efficace. Elle a transformé quelque chose d'apparemment jeté en une source gratuite d'engrais, aidant à réduire la dépendance aux entreprises chimiques. Pour l'appliquer en toute sécurité, vous devez diluer l'urine avec de l'eau dans un rapport de 1 à 10 et arroser directement à la base de la plante au lieu de sur les feuilles. Le meilleur moment est tôt le matin ou en fin d'après-midi pour limiter l'évaporation de l'azote et minimiser les odeurs. C'est un cycle de nutriments parfait dans les systèmes hors réseau où chaque ressource est maximisée pour nourrir la vie. Le club de cochons en temps de guerre. Pendant les dures années de guerre, la solidarité communautaire s'est manifestée à travers les clubs de cochons. Les voisins travaillaient ensemble pour élever un cochon directement dans leur jardin en utilisant les déchets de cuisine et les restes de légumes. En 1943, il y avait près de 7000 clubs de ce type enregistrés en Angleterre, créant l'un des systèmes de production alimentaire les plus efficaces jamais vus dans les zones suburbaines. Le cochon agissait comme une machine de recyclage biologique. Il mangeait des choses qui auraient été jetées et fournissait un engrais riche en nutriments pour les jardins communautaires. Cependant, aujourd'hui, faire cela est extrêmement difficile en raison des réglementations strictes en matière de santé environnementale et des permis d'élevage. Nous avons remplacé ce système circulaire par des poubelles et des décharges, brisant le lien entre l'élevage et la culture. Bien qu'il s'agisse d'une astuce qui pourrait vous attirer des ennuis juridiques aujourd'hui, le principe de transformer les déchets en protéines et en engrais reste une leçon inestimable d'autosuffisance.
Le sel d'Epsom pour les tomates. Dans les jardins de nos grands-parents pendant de nombreuses décennies, le sel d'Epsom a toujours été un sauveur discret pour les plants de tomates. Lorsqu'ils voyaient les feuilles des plantes jaunir entre les nervures, nos grands-parents prenaient immédiatement un sac de sel d'Epsom dans l'armoire, à pharmacie de la salle de bain pour résoudre le problème. En termes de nature chimique, le sel d'Epsom est du sulfate de magnésium, qui aide à résoudre la carence en magnésium, un problème extrêmement courant qui fait que les plantes fructifient masténophimales et que les feuilles pâlissent. Les tomates sont très gourmandes. Elles puisent en le magnésium du sol plus rapidement que la plupart des autres légumes. Une supplémentation en temps opportun est donc incroyablement importante. L'industrie du jardinage fait souvent la publicité d'aliments spécialisés pour tomates à des prix élevés, alors qu'un kilogramme de sel d'Epsom est beaucoup moins cher et apporte des résultats équivalents. Personne ne veut vous dire qu'un produit de bain peut traiter définitivement les symptômes médicaux d'un plant de tomate. La formule est très simple. Dissolvez une cuillère à soupe de sel d'Epsom dans environ 1,2 gallons, 4,5 litres d'eau et arrosez la plante une fois toutes les 2 semaines. Cette méthode ne vous coûte que quelques centimes, mais apporte des grappes de fruits charnus et un feuillage vert luxuriant, prouvant que les solutions les plus efficaces se trouvent parfois directement dans l'armoire à pharmacie familiale. La poudre de curcuma pour la protection des racines. L'épice jaune vif, familière dans la cuisine, était l'un des antibiotiques naturels les plus puissants pour protéger le système racinaire des plantes. L'ingrédient actif, la curcumine, dans la poudre de curcuma possède des capacités antibactériennes et antifongiques extrêmement fortes, aidant à guérir par magie les blessures sur les tiges des plantes après la taille. Grand-mère enseignait qu'au lieu d'utiliser des produits chimiques toxiques, il fallait utiliser de la poudre de curcuma pour bloquer tous les risques de maladies fongiques provenant du sol. C'est une façon incroyablement humaine et douce de protéger les cultures, aidant à maintenir un écosystème de sol sain sans tuer les micro-organismes bénéfiques. Il vous suffit de saupoudrer un peu de poudre de curcuma autour de la base de la plante pour éloigner les fourmis, qui sont les protectrices des pucerons qui endommagent les plantes. De plus, mélanger de la poudre de curcuma directement dans le terreau tuera en toute sécurité les champignons qui causent la pourriture des racines à la source. Alors que les entreprises de pesticides veulent que vous soyez dépendant de bouteilles de médicaments chimiques, la poudre de curcuma offre une solution autosuffisante et durable. Utiliser du curcuma dans le jardin protège non seulement les plantes, mais garde également la nourriture que vous mangez propre et sans danger pour votre santé. Pour suivre la tradition des ancêtres, d'utiliser des herbes médicinales naturelles dans l'agriculture. L'engrais liquide à base de consoude. La consoude était l'arme secrète qui aidait le jardin de grand-père à être toujours lourd de fruits. Cette plante a un système racinaire qui s'enfonce profondément dans la terre, extrayant des minéraux précieux que les autres plantes ne peuvent pas atteindre. Lorsque les feuilles de consoude sont trempées dans l'eau, elles se décomposent en un liquide noir épais avec une odeur distincte. Bien que l'odeur ne soit pas très agréable, c'est le meilleur engrais gratuit riche en potassium pour les tomates, les poivrons et les citrouilles. Le potassium aide les fruits à devenir plus gros, plus fermes et à avoir une saveur plus audacieuse. Cette méthode n'apparaît presque jamais dans les conseils de jardinage modernes, car personne ne peut vous vendre une plante qui crée de l'engrais gratuit pour toujours. Cependant, la Royal Horticultural Society a reconnu cela comme l'un des engrais naturels les plus efficaces aujourd'hui. Son utilisation est très simple. Il vous suffit de diluer ce concentré noir avec de l'eau propre dans un rapport de 1 à 20 pour arroser les plantes. Plantez un buisson de consoude dans un coin du jardin est votre façon de construire une usine d'engrais organique sur place, aidant le jardin à rester fertile sans dépenser un centime en produits industriels. Si vous aimez ces voyages dans le passé, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains secrets de jardinage. Le paillage avec de vieux journaux. Lors de la célèbre campagne Dig for Victory, le paillage du sol avec de vieux journaux était recommandé comme une solution efficace et peu coûteuse pour protéger les cultures. Votre grand-mère avait l'habitude d'étaler des journaux humides entre les rangées de légumes comme si c'était tout à fait normal. Le papier journal a la capacité de bloquer complètement les mauvaises herbes en empêchant la lumière du soleil de passer, tout en retenant très bien l'humidité du sol pendant les périodes de sécheresse. À la fin de la saison, cette couche de papier journal se décomposera naturellement et ajoutera de la précieuse matière organique au sol. Cependant, dans les années 1980, les jardineries ont commencé à vendre des toiles de paillage et des paillis en plastique.
des choses qui ne se décomposent jamais et restent pour toujours dans les décharges. On nous a convaincus de remplacer quelque chose de gratuit et de biologique par quelque chose de pire pour lequel nous devons en plus payer. Pour le faire correctement, étalez des journaux sur une épaisseur d'environ 4 à 5 feuilles, arrosez-les abondamment et recouvrez-les d'une fine couche de gazon tondu pour que le journal ne s'envole pas avec le vent. C'est une façon intelligente de recycler les ressources, aidant à nourrir le sol de la manière la plus naturelle sans nuire à l'environnement, comme le font les paillis en plastique moderne. Fabriquer de l'engrais à partir de mauvaises herbes trempées. Grand-mère disait souvent qu'aucune plante n'est une mauvaise herbe. C'est juste que nous ne savons pas encore comment utiliser leurs valeurs. Au lieu de jeter les mauvaises herbes qu'elle venait d'arracher, grand-mère les faisait souvent tremper dans de grands fûts d'eau pour créer un purin de mauvaises herbes très nutritif. Pendant le processus de trempage, les nutriments accumulés dans les mauvaises herbes se dissolvent complètement dans l'eau, formant un engrais liquide, sombre et riche en azote. Dans les années 1990, certains conseils municipaux ont même demandé aux gens d'arrêter de le faire en raison de plaintes concernant l'odeur, une intervention qui a fait perdre aux gens l'habitude d'économiser les ressources. Cependant, des chercheurs de l'université de Coventry ont prouvé en 2019 que l'engrais, à base d'ortie trempée, fournit des niveaux d'azote équivalents à de nombreuses marques commerciales sur le marché. Cela confirme la sagesse de la génération précédente qui transformait les déchets en une ressource précieuse. Il vous suffit de diluer une part de purin de mauvaises herbes avec 10 parts d'eau propre pour arroser les légumes à feuilles vertes. Cette technique aide non seulement les plantes à pousser vigoureusement, mais vous permet également d'être totalement autosuffisant avec votre source d'engrais, dans le véritable esprit d'un jardin autonome et hors réseau. Les boîtes à œufs comme plateau de semis. Ces boîtes à œufs en carton, après avoir été utilisées, étaient souvent conservées par grand-mère pour être transformées en parfait plateau de semis biologiques. Grand-mère remplissait chaque petite alvéole de compost et y semait une graine. Le plus grand avantage de cette technique est que lorsque la jeune plante est prête à aller dans le jardin, il vous suffit de détacher chaque alvéole individuelle de la boîte à œufs et de planter le bloc entier directement dans le sol. La couche de carton se décomposera complètement en quelques semaines, fournissant des fibres supplémentaires au sol. Plus important encore, cette méthode aide le délicat système racinaire des jeunes plantes à éviter le choc de transplantation extrêmement dangereux qui se produit souvent lorsque nous essayons de sortir la plante des plateaux en plastique. Les plateaux en plastique des jardineries se fissurent et se cassent souvent après seulement quelques saisons et causent des déchets, tandis que les boîtes à œufs de grand-mère sont totalement gratuites et respectueuses de l'environnement. C'est une solution sans plastique, zéro déchet et extrêmement efficace. Utiliser des boîtes à œufs pour démarrer les plantes montre non seulement un esprit d'économie, mais c'est aussi la façon la plus délicate de prendre soin des jeunes plantes, assurant un départ solide pour la prochaine génération de plantes dans votre jardin. Le marc de café pour l'amélioration du sol. Chaque gramme de marc de café qui aurait été jeté chaque jour peut devenir de l'or noir pour votre jardin. Nos grands-parents avaient l'habitude de récupérer le marc de café dans les petits magasins locaux pour le saupoudrer autour de la base des plantes. Le marc de café aide à abaisser progressivement le pH du sol, ce qui convient parfaitement aux plantes acidophiles comme les myrtilles, les azalées ou les roses. De plus, la teneur en caféine et la texture grossière du marc de café ont également pour effet d'empêcher efficacement les limaces d'endommager les plantes. L'industrie du jardinage veut toujours vous vendre des sacs d'engrais coûteux au lieu de simplement vous montrer que la réponse se trouve directement dans la poubelle. Des recherches menées à l'université de Melbourne ont confirmé que le marc de café améliore considérablement la structure du sol et sa capacité de rétention d'eau lorsqu'il est composté correctement. Fertiliser autour des plantes crucifères avec du marc de café créera une barrière protectrice naturelle contre les parasites. L'utilisation du marc de café n'est pas seulement un moyen d'améliorer le sol de manière durable, c'est aussi un acte de recyclage des déchets urbains en nutriments pour le sol. Reliez la vie de vos tasses de café matinales aux jeunes pousses vertes de votre jardin. La méthode sans labour. Même si de nombreux experts en jardinage sont considérés comme ceux qui ont popularisé la méthode sans labour à l'ère moderne, en réalité, votre grand-mère l'a pratiquée il y a des décennies. Elle ne retournait jamais la terre avec une pelle ou un motoculteur, car elle comprenait que cela détruirait le réseau de champignons et les galeries bénéfiques des vers de terre. Au lieu de cela, elle étalait simplement une couche de compost à la surface du sol et laissait les vers de terre faire le travail d'enfouir les nutriments en profondeur. L'industrie continue de faire la publicité
des motoculteurs et des pelles comme des outils essentiels en se basant sur la fausse hypothèse que le sol doit être retourné à chaque saison. Cependant, la science moderne a confirmé que perturber le sol expose le carbone à l'air, provoquant de la pollution et nuisant à l'écosystème microbien. Le jardinage sans labour aide à maintenir la structure naturelle du sol, retient mieux l'humidité et permet d'obtenir des rendements équivalents ou supérieurs avec seulement une petite fraction de l'effort de travail. Les vers de terre vous remercieront de ne pas détruire leur maison et en retour, ils créeront le sol le plus meuble et le plus fertile pour vos plantes. C'est le summum de la coopération entre l'homme et la nature pour maintenir une vie durable pour la terre. Les aiguilles de pin pour le contrôle des mauvaises herbes. Dans les vastes forêts de pins, nos grands-parents ramassaient souvent la couche d'aiguilles sèches, tombées, pour les rapporter à la maison et les répandre autour de la base des plantes dans le jardin. Cette couche d'aiguilles, de pin, agit comme une barrière physique solide, empêchant complètement la lumière du soleil d'atteindre les graines de mauvaises herbes cachées sous le sol. Sans la lumière du soleil, les mauvaises herbes ne peuvent pas germer, ce qui vous évite des heures passées courbées à arracher les mauvaises herbes à la main. C'est une merveilleuse alternative aux produits chimiques toxiques contre les mauvaises herbes que l'industrie promeut toujours. Outre leur capacité à tuer les mauvaises herbes, les aiguilles de pin aident également à maintenir une humidité stable pour le sol. Et lorsqu'elles se décomposent, elles ajoutent une quantité importante de matière organique. Avec leur légère acidité caractéristique, les aiguilles de pin sont un choix parfait pour les plantes acidophiles comme les fraises ou les roses. Utiliser des aiguilles de pin est votre façon d'utiliser les ressources disponibles dans la nature pour résoudre l'un des problèmes les plus épineux pour les jardiniers. C'est une sage combinaison d'observations écologiques et de pratiques agricoles pour créer un environnement de croissance propre et riche en nutriments pour les cultures. Utiliser des godets. Abords inclinés pour les semis. Sortir de jeunes plantes de godets de semis. À parois verticales est souvent une tâche risquée car une petite erreur peut briser les jeunes racines délicates. La sagesse des anciens résidait dans le choix subtil de godets, aux bords inclinés, comme un cône tronqué. Cette conception spéciale permet à la motte entière de glisser facilement et intacte lorsque nous retournons le godet et pressons doucement les côtés. Cela aide à dissiper le mythe selon lequel il suffit d'utiliser une cuillère pour faire levier avec force afin de déplacer une plante en toute sécurité. Lorsque la motte est conservée intacte, la jeune plante ne perdra pas d'énergie à guérir ses blessures, ce qui l'aidera à s'adapter rapidement à son nouvel environnement et à continuer de pousser forte et grande. Le bloc entier de terre entourant les racines garde sa forme sans être perturbé ni brisé. C'est un exemple d'utilisation de la géométrie simple pour optimiser le soin de la vie. Choisir le bon article dès le départ décidera du succès ou de l'échec de la culture lorsqu'elle ira dans le jardin, prouvant que la subtilité dans chaque petit détail est le secret des maîtres jardiniers. Une stratégie de désherbage efficace. Le désherbage dans le jardin est souvent considéré comme un travail fatigant, mais nos grands-parents l'ont transformé en un processus beaucoup plus scientifique et efficace. La stratégie de base consiste à essayer de désherber sous le chaud soleil de midi. Après les avoir arrachés, ne soyez pas pressés de jeter les mauvaises herbes. Laissez-les plutôt directement à la surface des plates-bandes surélevées ou sur le sol pour que la lumière du soleil puisse les flétrir. Sous la chaleur du soleil, les racines des mauvaises herbes seront complètement tuées, empêchant toute possibilité qu'elles repoussent. Ensuite, ces mauvaises herbes desséchées se décomposeront sur place, vous évitant un aller-retour au bac à compost et restituant les nutriments directement au sol. C'est une alternative complète à l'utilisation excessive d'herbicides chimiques nocifs. En organisant une séance de désherbage flexible une fois par semaine pendant les heures les plus chaudes, vous aurez toujours le contrôle de la situation du jardin sans dépenser trop d'efforts. Cette stratégie nous apprend à utiliser la puissance du soleil non seulement pour nourrir, mais aussi pour protéger et nettoyer le jardin de la manière la plus naturelle et la plus intelligente. Des allées en copeaux de bois transformés en engrais. Utiliser des copeaux de bois pour créer des allées dans le jardin permet non seulement de garder vos pieds propres, mais c'est aussi une stratégie de stockage de nutriments à long terme. Les grands-parents demandaient en fait souvent des copeaux de bois aux élagueurs locaux, une ressource généralement considérée comme un déchet et donnée gratuitement. Après un an ou deux à tapisser l'allée, sous l'influence des intempéries et du piétinement, les copeaux de bois se décomposeront en un paillis incroyablement riche. À ce stade, il vous suffit de ramasser à la pelle cette couche de copeaux de bois décomposés et de l'utiliser pour pailler vos pots ou vos plates-bandes comme un engrais organique de haute qualité. Ensuite, vous ajoutez une nouvelle couche de copeaux de bois sur l'allée pour poursuivre le cycle. C'est un excellent exemple de jardinage multifonctionnel.
où un matériau sert un objectif esthétique, agit comme une allée et constitue également une source d'engrais de réserve. Cela vous fait économiser une grande quantité d'argent qui serait autrement dépensée en engrais pré-emballés. Transformer les allées en une usine de paillis organique est la façon la plus intelligente de jardiner, garantissant que le jardin est toujours nourri à partir des ressources déjà disponibles autour de vous. Ces techniques ne concernent pas seulement le jardinage, elles sont l'héritage de la résilience et de la compréhension profonde de la nature que la génération précédente a laissée derrière elle. De Woolworths au jardin communautaire, ces valeurs étaient autrefois le fondement de la vie américaine, aidant les gens à être autosuffisants et connectés à la terre. Si ces anciens secrets ont changé votre façon de voir le sol sous vos pieds, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous nous consacrons à découvrir l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de sagesse sera bientôt ouvert.